Chers camarades, bonjour. Le 22 février, notre peuple a organisé des manifestations massives contre le cinquième mandat de Bouteflika. Sa lutte et sa mobilisation pour lui imposer la démission ont progressivement élevé la critique du président à la critique de son système de gouvernance. Notre peuple ne menait pas, cependant, sa première lutte politique post-indépendance. Au cours de ces 40 dernières années, il a exprimé une multitude de mécontentements et s'est mobilisé pour des questions sociales, politiques et culturelles, pour nos droits démocratiques, mais aussi pour l'eau, l'électricité, la construction d'écoles, le goudronnage des pistes, ou pour dénoncer des abus, des prédations, des atteintes au bien de l'État. Le point d'inflexion qui a contraint notre peuple à lutter pour ses droits fut l'abandon en 1980 du choix socialiste. Cette dénomination désignait en réalité les politiques de développement solidaire fondées sur l'industrialisation et la justice sociale. Cet abandon, traduit par le démantèlement industriel et le consumérisme effréné, a produit ses premières crises vers 1984. Le choix pour le capitalisme nous a menés à l'INFITEH, dénomination indigène des réformes libérales imposées par le FMI. Nous passions d'une autonomie de décision pour le capitalisme à l'hétéronomie dictée par le FMI. À la même époque, l'INFITEH avait déjà produit les terribles conséquences de la misère et de la faim. 70 morts en Égypte dans les émeutes de la fin de 1977, 114 morts à Casablanca en 1981, 600 morts selon d'autres sources dans ces émeutes du pain. 70 morts en Tunisie entre décembre 83 et janvier 84, 143 morts selon d'autres chiffres. Les premières luttes de notre peuple ont culminé dans les émeutes d'octobre 1988, mélange de provocations droitières et de colère populaire orpheline d'une direction politique. Elles se poursuivront dans d'autres conditions, celles du terrorisme, qui faciliteront à des groupes constitués au sein du pouvoir la récupération à leur profit du bradage en grand de notre secteur industriel. La gouvernance d'Elstine serait une bonne analogie. L'oligarchie, issue de la bureaucratie, qui comptait ses membres sur les doigts d'une ou de deux mains, va exploser avec l'arrivée de Bouteflika en une constellation de loges plus ou moins secrètes. Cette oligarchie tenait déjà l'essentiel de l'appareil d'État. Elle avait le pouvoir, elle pouvait désormais asservir l'État, le vider de ses dernières survivances à caractère social. À travers un labyrinthe de caisses spéciales et de fonds, soustraits à toute transparence et à tout contrôle démocratique, elle s'est octroyée des aides innombrables pour le moindre segment de ses activités. Ces réformes, déclarées combattre la mentalité d'assister de notre peuple, elles venaient de créer le capitalisme assisté. Chedli avait le sens de l'honneur national, né de sa vie de maquisard et de militant. Bouteflika enterrera jusqu'à l'idée de cet honneur. Chedli s'opposait au socialisme du point de vue de la paysannerie attachée à la propriété privée dans laquelle il a grandi. Bouteflika s'opposait au socialisme du point de vue de la féodalité du Mkhzen et de ses formes maraboutiques. Convaincu jusqu'au dogme des idées néolibérales, il appliquera la politique du retrait de l'État de la sphère économique, au-delà des recommandations même du FMI et de la Banque mondiale, ne comptait pour lui que les investissements directs étrangers. Il retirera l'État de la sphère de l'économie, de la culture,
du sport, mais il multipliera les subventions à sa clientèle. Il forcera la signature avec l'Union européenne de l'accord d'association qui nous ligote les mains et liquide sur le fond notre souveraineté nationale. De 1980 à aujourd'hui, cette série de réformes pour toujours plus de capitalisme a été soutenue par des campagnes multiformes pour jeter le discrédit sur le socialisme et moquer la lutte des peuples, notamment le chavisme, moquer le caractère ringard de la lutte anti-impérialiste, remplacer les lignes sociales de clivage par des lignes culturelles, faire du capitalisme une option conforme à la nature de l'homme, discréditer les traditions de solidarité avec les peuples en lutte, notamment celle des Palestiniens. La rationalité économique de marché qui nous était promise nous est revenue dans sa réalité froide de capitalisme, celle de la prédation, du vol, de l'éloge de l'individualisme, mais surtout de la corruption. Cette dernière sera codifiée dans les faits. De 1999 à 2010, Bouteflika a baissé l'Algérie au statut de néocolonie. Sur le modèle de la France-Afrique, il avait construit avec ses compères Chirac, Sarkozy, Hollande, puis Macron, la France-Algérie. C'est contre cette situation que notre peuple s'est levé, le Hirak en est né. Si on devait faire le bilan de ces victoires, les plus significatifs seraient la démission de Bouteflika, le passage du refus du 5e mandat à la critique de la politique des mandats précédents, le lien spontané de cette mobilisation avec les figures et les buts de la libération nationale du 1er novembre 1954, la conscience que l'option pour le capitalisme et le mimétisme néolibéral a remis en cause notre indépendance, la souveraineté de notre État et replacé notre pays dans une condition néocoloniale. Parmi ces acquis, la naissance d'une alliance peuple-ANP après le 3e vendredi, quand l'armée a définitivement compris que la mobilisation populaire dépassait largement et écrasait les espérances et les dispositifs des ONG, des militants hors-port et des affidés de l'État profond qui guettaient l'explosion prévue et attisée. Le démantèlement, parmi ces acquis, le démantèlement des structures les plus apparentes de la France-Algérie à partir du 6e vendredi, aussi bien dans ses réseaux administratifs, politiques que financiers et économiques. Dans cette perspective, l'alliance avec l'ANP est cruciale pour concrétiser le recouvrement total de notre souveraineté de notre État, à l'agonie depuis la venue au pouvoir de la caste maraboutique qui a poursuivi le projet de désarmement national tant sur le plan politique qu'économique et culturel. Sans l'ANP, nous n'aurions jamais pu obtenir autant de résultats dans un temps aussi court. Au cours du mois de mai, les poursuites judiciaires contre les plus hauts responsables de l'État, les oligarques et des officiers supérieurs ont convaincu la grande majorité de notre peuple que les buts fondamentaux de leur mobilisation étaient atteints. Le nombre de manifestants a alors drastiquement baissé. Les lieux les plus emblématiques en termes de masse, Bouj-Barej, ne remplissent plus ces espaces. À partir de la moitié du mois de mai, la décrue a été contenue, sauf pour les grands millésimes 5 juillet, 20 août, 1er novembre. La mobilisation populaire avait écrasé les organisations de la révolution colorée qui ont été partie prenante de ces manifestations dès leur premier jour. Avec la décrue, elles sont devenues visibles. Les mots d'ordre se sont modifiés. L'armée en est devenue la cible à travers les masses de son chef d'état-major. Nous distinguons actuellement
sur le terrain des manifestations, le pôle démocratique, aligné sur les ONG, Haute-Port et sur le printemps arabe, formant tous ensemble un pôle de la destruction de l'État national. Une mobilisation des étudiants de moins en moins significative, brouillée de plus en plus par la présence d'adultes, voire de retraités. Des carrés organisés de tendance islamiste avec leur mot d'ordre et toujours soucieux de relations cordiales avec les autres manifestants. Un carré de femmes voilées sécurisé par un cordon masculin. Des sit-ins séparés de femmes démocrates, des familles de disparus et des familles de détenus. Des carrés de travailleurs affiliés ou sympathisants de groupes de gauche. Des couches moyennes qui continuent à manifester mais ne s'alignent toujours pas sur les révolutionnaires colorés et printemps-listes. Elles poursuivent leur propre but de plus de démocratie pour garantir leur droit à une vie politique libre dans le futur. La révolution colorée en Algérie a échoué. Aucun de ces mots d'ordre de grève générale, de désobéissance civile, de désignation d'un chef dépositaire de la légitimité révolutionnaire n'a été suivi par le peuple. La révolution démocratique, entre guillemets, n'a pu se substituer à la révolution nationale et démocratique à laquelle aspire notre peuple. La révolution colorée n'a pas réussi non plus à mobiliser des amis du peuple algérien sur le modèle des amis du peuple syrien. Les mascarades du journal Le Monde, de Mediapart, des pressions sur Macron pour afficher la solidarité de la droite avec notre peuple, les sympathies calculées de Macron sont restées sans effet. La cause du peuple algérien qui demande et mérite soutien est celle de se défaire de la condition néocoloniale où nous ont mis l'oligarchie et ses maîtres impérialistes. La question révolutionnaire qui se pose à nous n'est pas celle de la démocratie formelle ou des valeurs libérales, mais celle de notre libération des liens néocoloniaux. Nous avons besoin de votre solidarité dans notre lutte contre la France-Algérie. Africains, nous avons aussi besoin de votre soutien contre la France-Afrique, car notre libération réelle est tributaire de la libération de nos terres africaines, de toutes nos terres africaines, du système néocolonial. Nous avons besoin de notre solidarité, de votre solidarité, pour nous aider à combattre l'implantation de l'OTAN en Afrique et sur toute la périphérie de nos frontières. Nous avons aussi besoin de votre soutien pour rendre justice à Sankara, assassiné sur ordre de la France-Afrique. Que se développe notre solidarité et notre soutien mutuel dans notre lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Chers camarades, je vous remercie pour votre attention.